Quels sont les principaux composants des montages électroniques? Quels sont leurs symboles? Comment les lire? Et surtout, à quoi servent-ils concrètement? Pour répondre à ces questions, je commence par cette première vidéo consacrée à deux composants essentiels de l'électronique. Et comme pour toutes mes vidéos, des animations vous aideront à visualiser leur rôle et à mieux comprendre leur fonctionnement. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez télécharger un document qui rassemble tout ce que j'explique ici. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous allons commencer par le composant le plus répandu, la résistance électrique. Une résistance peut prendre différentes formes et proposer des valeurs très variées, exprimées en ohms. Certaines résistances sont de petite taille, d'autres beaucoup plus imposantes pour supporter plus de puissance et dissiper davantage de chaleur. Mais toutes ont un point commun, elles n'ont pas de polarité. Vous pouvez donc les brancher indifféremment dans un sens ou dans l'autre. Pour représenter une résistance sur un schéma électronique, on utilise un symbole normalisé. En Europe et dans une grande partie du monde, on utilise ce rectangle. Mais si vous lisez un schéma américain, vous rencontrerez plus souvent ce symbole en zigzag. Première application d'une résistance, limiter le courant pour protéger les composants. Comme son nom l'indique, une résistance résiste au passage du courant et permet donc de le limiter. Grâce à cela, elle évite qu'un courant trop important ne traverse un composant sensible et risque de l'endommager. Prenons un exemple très simple. Ici, nous avons une LED qui ne peut pas supporter plus de 30 mA. Si on branche directement cette LED sur une pile de 9 volts, 100 mètres de résistance, le courant devient beaucoup trop élevé et la LED grille presque instantanément. En revanche, si on ajoute une résistance en série, par exemple d'une valeur de 500 ohms comme ici, cette résistance va limiter le courant qui circule dans l'ensemble du circuit. Le courant est alors maîtrisé et la LED peut fonctionner normalement sans être détruite. Mais attention, il faut bien calculer la valeur de la résistance car si elle est trop élevée, le courant sera trop limité pour faire briller la LED. C'est le cas ici avec cette résistance qui vaut 5000 ohms. Et à l'inverse, si la résistance est trop faible, eh bien la LED n'est pas assez protégée et risque de griller. Deuxième application principale, créer une tension à partir d'une autre. Lorsqu'on associe plusieurs résistances, il est possible de diviser une tension. Regardez ce circuit. Ici, on dispose d'une batterie de 12 volts alimentant deux résistances identiques de 10 kΩ montées en série. Comme il n'y a pas de dérivation, le même courant circule à travers l'ensemble de ces composants. Et au point milieu, situé entre les deux résistances, on mesure avec un voltmètre que la tension vaut la moitié de la tension d'alimentation, soit ici 6 volts. La tension totale s'est répartie en deux tensions égales au bord de chacune des deux résistances. On a donc créé une valeur précise de tension, juste par cette association série de résistances et du choix de leur valeur. Et si on souhaite créer une autre valeur de tension, eh bien, il suffit de modifier la valeur d'une résistance, par exemple celle du bas ici. Ce montage est très utilisé en électronique et s'appelle le pont diviseur de tension ou simplement diviseur de tension. On peut également créer plusieurs niveaux de tension à partir d'une seule source grâce à davantage de résistance. Regardons désormais ce circuit. La même batterie de 12 volts qui alimente trois résistances identiques de 10 kΩ montées en série. Là encore, le courant qui les traverse est identique. Comme les trois résistances ont la même valeur, la tension se répartit uniformément entre elles. Chaque résistance a à ses bornes un tiers de la tension totale, soit 4 volts. Ainsi, si on mesure la tension au bord de la résistance du bas, on obtient 4 volts. Et si on mesure la tension au bord des deux résistances du bas réunies, on obtient 8 volts, c'est-à-dire 2 tiers de la tension d'alimentation. Ce principe est très utilisé en électronique pour générer différentes tensions à partir d'une seule alimentation. Troisième application, les résistances permettent de définir le comportement d'un circuit électronique. C'est notamment le cas dans les montages à amplificateurs opérationnels. Selon la manière dont les résistances sont câblées, on peut obtenir différentes fonctions électroniques. Par exemple, avec ce premier montage, utilisant ces deux résistances que j'ai notées R1 et R2, la tension de sortie vaut 1 plus R2 sur R1 fois la tension d'entrée. La tension de sortie est donc proportionnelle à la tension d'entrée, mais avec une amplitude plus grande. C'est ce que l'on peut observer sur le graphique du bas, avec la tension d'entrée en couleur bleue et la tension de sortie en couleur rouge. Ce montage est appelé amplificateur non inverseur. Avec cet autre montage, le câblage des résistances est différent, et on obtient cette fois que la tension de sortie vaut moins R2 sur R1 fois la tension d'entrée. Le signe négatif indique que le signal de sortie est inversé par rapport au signal d'entrée. C'est ce qu'on observe sur ce graphique, avec toujours la tension d'entrée en bleu et la tension de sortie en rouge.
Ce montage est appelé amplificateur inverseur. On voit donc que les résistances jouent un rôle essentiel. Ce sont elles qui fixent notamment le gain du montage, c'est-à-dire l'amplification entre le signal entrée et le signal de sortie. Une autre application très courante des résistances est la production de chaleur. Lorsqu'un courant traverse une résistance, l'énergie électrique y est dissipée sous forme de chaleur. C'est ce qu'on appelle l'effet Joule. On peut d'ailleurs très bien observer cet échauffement à l'aide d'une caméra thermique. Mais si une résistance n'est pas correctement dimensionnée par rapport au courant qu'elle doit supporter, elle peut fortement s'échauffer et même brûler. Dans certains circuits, cet échauffement est un effet indésirable qu'il faut limiter, mais dans d'autres applications, il est au contraire recherché. On utilise alors des résistances de puissance spécialement conçues pour supporter des températures élevées. Les résistances de puissance, on en retrouve dans de nombreux appareils du quotidien. Les radiateurs électriques, les grille-pains, les sèche-cheveux, les bouilloires électriques ou bien d'autres systèmes. Tous ces appareils utilisent des résistances chauffantes pour transformer l'énergie électrique en chaleur. Alors, on vient de le voir, la résistance permet de fixer une valeur électrique dans un circuit. Mais lorsqu'on souhaite pouvoir la faire varier facilement, on utilise alors un potentiomètre. Le potentiomètre est un composant très courant. On le retrouve sous différentes formes, soit avec une molette à tourner, comme sur un réglage audio, soit avec un curseur à déplacer, ou encore en version miniature, appelée ajustable ou trimmer, pour les réglages internes des appareils. Quel que soit son aspect, sa valeur totale s'exprime en ohms, et à l'intérieur, son fonctionnement repose sur une piste résistive et un contact mobile. En déplaçant ce contact, on modifie la répartition de la résistance dans le circuit, ce qui fait varier le comportement du montage. Sur un schéma, son symbole est facile à reconnaître. Il reprend celui d'une résistance auquel s'ajoute une flèche représentant le curseur mobile. La résistance totale entre les deux bornes d'extrémité d'un potentiomètre reste constante. Par exemple, pour ce potentiomètre à molette, on mesure toujours 90 kΩ entre ces deux bornes. En revanche, la résistance entre le curseur et l'une des bornes d'extrémité varie en fonction de sa position. Plus le curseur se déplace, plus cette résistance augmente ou diminue. Le potentiomètre peut donc également être utilisé comme une résistance variable et c'est d'ailleurs souvent le cas dans les montages. Sur les schémas, le symbole d'une résistance variable est légèrement différent. Il est représenté de cette façon. L'une des utilisations les plus fréquentes du potentiomètre consiste à créer une tension réglable à partir d'une tension fixe. Regardez ce montage très simple. Ici, le potentiomètre est branché entre le plus et le moins d'une alimentation de 5 volts. Le curseur vient alors prélever une partie de cette tension. Lorsque le curseur est placé en bas, la tension mesurée en sortie est proche de 0 volts. Lorsqu'il est placé au milieu, on obtient 2,5 volts et lorsqu'il est placé en haut, la tension vaut 5 volts. On peut donc faire varier la tension de sortie simplement en déplaçant le curseur ou en tournant l'axe du potentiomètre. Ce principe est extrêmement utilisé en électronique, par exemple pour ajuster la valeur d'une tension avec une alimentation réglable. Deuxième application, les potentiomètres sont très utilisés lorsqu'il est nécessaire d'ajuster précisément le fonctionnement d'un circuit électronique. Par exemple, un montage utilisant un amplificateur opérationnel. On l'a vu, le gain du montage dépend directement de la valeur de certaines résistances. Et si on remplace l'une de ces résistances par un potentiomètre, utilisé en résistance variable, on peut alors piloter l'amplification. Voyez ici l'action en direct. En augmentant la résistance, j'augmente l'amplification. Et l'amplitude du signal de sortie augmente aussitôt. Et à l'inverse, lorsque je diminue la résistance, eh bien, l'amplitude diminue. On retrouve également ce principe dans les systèmes de calibration. Par exemple, pour régler la sensibilité d'un montage conditionneur de capteur, ajuster un seuil de déclenchement ou corriger une mesure. Mais cette fonction de réglage est aussi très présente dans les circuits audio. Dans ce type d'application, le potentiomètre agit comme un atténuateur de signal. Il permet de réduire plus ou moins l'amplitude du signal audio avant qu'il soit envoyé vers un haut-parleur. Lorsque le curseur laisse passer une grande partie du signal, le son est fort. Et à l'inverse, lorsqu'il atténue davantage le signal, le volume diminue. C'est exactement le fonctionnement du bouton de volume que l'on retrouve sur une enceinte, une chaîne Hi-Fi ou un amplificateur audio. Dans les vidéos suivantes, je présente de la même façon d'autres composants électroniques. Et je vous rappelle que vous pouvez récupérer le document qui rassemble tout ce que j'ai expliqué ici par le lien qui est indiqué dans la description.